Bonjour à tous. Après avoir été religieuse, celle de la foi, après avoir été philosophique, celle des Lumières, après avoir été scientifique, celle des savants, la vérité est aujourd'hui devenue politique. Nous vivons ce que j'ai appelé le 4e état de la vérité. Ce qui veut dire que nous devons nous intéresser à la manière dont elle fabrique le monde. À savoir que ce qui nous intéresse dans la vérité, ça n'est pas son essence, mais son usage. C'est ce qu'elle nous dit du passé, mais c'est aussi ce qu'elle nous dit de l'avenir, puisque c'est elle qui fabrique le monde. Et les philosophes d'ailleurs l'avaient déjà dit, Spinoza, Pascal, qui disaient que la vérité ne distingue pas le vrai du faux, mais distingue le vrai du vain. On comprend dès lors que la notion de post-vérité n'a aucun sens. Il n'y a pas plus de post-vérité qu'il n'y a de post-modernité. Il n'y a pas plus de post-vérité qu'il n'y aurait une vérité unique à laquelle celle-ci s'opposerait. En revanche, il faut évidemment s'opposer aux vérités alternatives, arrivées, vous le savez, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, même s'il n'en est pas l'inventeur, parce que ce sont elles qui portent le fer au cœur de nos démocraties. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vérité politique? Vous voyez qu'on a déplacé la question. On s'est posé la question maintenant de savoir de quelle vérité nous avons besoin. Cette vérité politique, elle a 3 caractéristiques. Elle est d'abord multimodale. Et je me réfère ici à la pensée d'un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui a étudié les systèmes connexes. Ces systèmes connexes, ce sont des systèmes qui fonctionnent à partir de nœuds. Ces nœuds font des réseaux qui font à leur tour des connexions. Et ce que montre Dupuy, c'est que plus la connexion, plus les réseaux sont étendus, plus le système a de résilience face aux chocs qui l'assaillent. Ensuite, cette vérité politique, on pourrait dire qu'elle est un peu à l'image des ordinateurs quantiques. Elle n'est pas vraie ou faux, vous l'avez compris, mais elle est en réalité avec des taux variables de véracité. Alors comment choisir? Eh bien c'est très simple, en fonction de l'avenir qu'elle nous promet. Les vérités totalitaires, les vérités des régimes totalitaires qui prétendent aussi à la vérité, ne forment aucun réseau. Ils isolent les individus les uns des autres, comme l'a très bien montré la philosophe Hannah Arendt. Au contraire, la démocratie, plus elle crée de réseaux, plus elle crée de connexions, et plus elle a les moyens de se défendre. Enfin, je dirais que cette vérité, elle est pragmatique. Il faut bien comprendre que la vérité n'est pas la morale. La vérité est pragmatique. Et pensez à la situation qu'on connaît aujourd'hui, notamment en France, aux blocages sociaux et politiques que nous connaissons. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous a sa vérité. Il a ses expériences, il a sa vie personnelle. Érigé en idéologie, ces vérités produisent des effets de censure. Et au contraire, le rôle de la démocratie est d'arriver à accorder des vérités qui sont contradictoires, des vérités qui s'opposent quelquefois les unes aux autres. C'est ce que Raymond Aron appelait le rôle de la politique. Donc vous l'aurez compris, la vérité, elle est précieuse. Il faut donc la sauvegarder. Comment faire? D'une part, il y a bien sûr la raison. Mais il y a aussi une vertu à laquelle on ne pense pas assez souvent, c'est le courage. Non pas le courage de croire, mais le courage de soumettre ses opinions à la discussion. Le courage de se voir démenti. Il y a aussi la liberté qui doit s'entendre en 2 sens. D'une part, évidemment, la liberté de critiquer, celle de l'esprit critique, et puis la liberté d'imaginer, celle des innovateurs, celle des créateurs, celle des artistes, celle des hommes politiques, pourquoi pas, pour imaginer le monde de demain. Alors la musique que vous allez entendre, pour finir mon intervention, a une histoire. C'est la sarabande de la suite pour violoncelle seul de Bach, interprétée par Mstislav Rostropovitch. Le jour où le mur de Berlin est tombé, Rostropovitch a demandé à son ami Antoine Riboud d'affréter un avion pour aller à Berlin. Il est allé à Berlin, il a pris une petite chaise blanche, il s'est assis devant les gravats du mur et il a commencé à jouer. Les Berlinois de l'Est, qui ne
ne savait pas qui était Rostropovitch, était très étonné. Il se disait, qu'est-ce que c'est que ce vieux monsieur qui doit vraiment être dans le besoin pour continuer à exercer son art un jour pareil. Et ils sont donc venus déposer des pièces de monnaie aux pieds de Rostropovitch. Alors je voudrais qu'on en retienne aujourd'hui deux choses. D'une part, la manière dont Rostropovitch a confié au dieu Bach le fait de célébrer ce qui a été un grand moment du XXe siècle, la liberté et la vérité retrouvée. Et puis peut-être, pour l'anecdote, le réflexe d'Antoine Riboud, sans doute impressionné parce qu'il voyait bien que l'histoire se faisait devant lui. Antoine Riboud, qui est allé voir Rostropovitch, son ami Slava. Slava, vous savez, en russe veut dire précisément liberté. Et il lui a dit, bah, écoute, tu es ici grâce à moi, tu es venu dans mon avion, et donc je te propose que nous partagions les bénéfices du concert. Voilà, et je vais vous laisser maintenant entendre cette merveilleuse musique qui nous dit, je crois, à la fois la liberté du monde et la vérité que nous devons poursuivre. Merci beaucoup. Peut-être des violoncellistes d'ailleurs dans la salle. Merci.